Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question fondamentale, je crois. Une question qui nous concerne tous, en fait. Que l'on cherche à apprendre pour soi ou à aider les autres. La question, c'est comment on rend l'apprentissage vraiment efficace? Comment on dépasse la simple info pour arriver à une vraie compréhension solide, durable? C'est ça notre exploration du jour. On va un peu soulever le capot de la conception pédagogique. On va regarder comment on définit une destination claire pour apprendre, comment on bâtit un chemin logique et surtout, comment on vérifie que ça mène à une maîtrise réelle, à différents niveaux même. Oui, c'est une exploration vraiment cruciale. On parle de l'architecture, souvent invisible, hein, qui soutient un apprentissage réussi. Penser cette structure, ça permet de passer d'un apprentissage un peu subi, parfois, à quelque chose de beaucoup plus intentionnel. Et dans notre monde actuel, où l'info déborde, mais où la capacité à l'utiliser vraiment, à la transformer est plus rare, comprendre ces mécanismes, c'est un sacré atout. Tout à fait. Notre mission pour cette discussion, c'est donc d'extraire l'essence de ces approches. Les pépites, quoi. Les idées clés qui peuvent vraiment changer notre façon de voir et de vivre l'apprentissage. Prêt à décortiquer ça? À l'envie. Alors, pour construire une expérience d'apprentissage, la logique voudrait qu'on commence par savoir où on va, le point de départ. Mais bon, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Comment on s'assure que cette destination, elle est bien définie, qu'elle guide vraiment? C'est tout l'enjeu de la formulation des objectifs. Pour qu'il soit plus qu'une déclaration d'intention, il faut qu'il soit précis, opérationnel. On utilise souvent un acronyme pour ça, un peu comme un pense-bête. SMART. Ah oui, SMART. Voilà. Spécifique, donc clair et précis. Mesurable, on doit pouvoir vérifier si c'est atteint. Atteignable, réaliste pour la personne qui apprend. Relevant, pertinent par rapport à un but plus large. Et puis, temporellement défini, avec une échéance, quoi. Et j'imagine que ça ne couvre pas que les faits bruts, les connaissances pures. Exactement. Un bon objectif, il doit penser à différents domaines. Il y a les savoirs, bien sûr, la théorie, mais il y a aussi les savoir-faire, la capacité à faire quelque chose concrètement, appliquer une méthode, et de plus en plus, on pense aussi au savoir-être, c'est-à-dire les attitudes, les comportements, la façon d'aborder une situation. Viser ces trois dimensions, ça rend l'objectif bien plus riche, bien plus complet. D'accord. Donc, ces objectifs SMART, ils ont une double fonction si je comprends bien. D'un côté, un filtre, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse mon temps là-dedans? Et de l'autre, un jalon. Voilà le niveau à atteindre, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ils orientent l'apprentissage et ils le guident. Maintenant, la manière dont on formule ses intentions, ça peut varier pas mal. Il y a, on va dire, deux grandes philosophies. Elles s'opposent parfois ou elles se complètent, ça dépend comment on voit les choses. D'un côté, on a l'approche par objectif, l'APO. Historiquement, ça vient du behaviorisme, cette idée que l'apprentissage se voit par des comportements observables. L'APO, elle découpe tout en petits objectifs très précis, souvent formulés genre «l'apprenant sera capable de». C'est très centré sur la transmission et la vérification de savoir, de savoir-faire bien définis. Très carré. Très efficace pour des tâches précises, j'imagine. Oui. Et de l'autre côté, De l'autre côté, on trouve l'approche par compétence, l'APC. Là, la vision est plus large, plus intégrée. On ne vise plus juste des savoirs isolés ou des gestes techniques, mais une capacité globale à agir. Agir efficacement dans une situation complexe, souvent nouvelle. Une compétence ici, c'est mobiliser plein de choses. Des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, des capacités de réflexion, pour résoudre un vrai problème, une tâche authentique. L'APC, elle s'organise souvent autour de ce qu'on appelle des situations-problèmes. Ça force à puiser dans ses ressources et à les combiner. ah oui, le contraste est net. L'APO, ça semble peut-être plus rassurant, plus facile à évaluer de façon standard, non? On découpe, on mesure chaque petite brique. Mais j'ai l'impression que ça risque de rester un peu mécanique, peut-être. Comme apprendre des règles de grammaire, sans jamais vraiment écrire une phrase qui ait du sens. C'est une critique qu'on entend souvent, oui. La peau peut mener à un savoir un peu morcelé. L'apprenant maîtrise les éléments, mais il a du mal à les assembler pour agir dans une situation complexe, réelle. Ça peut aussi être moins motivant si les objectifs semblent trop déconnectés d'un but concret qui fait sens pour lui. Alors que l'APC, elle, en partant de situations plus proches de la vie, réelles ou simulées, ça a l'air plus engageant potentiellement, mais est-ce que c'est pas plus compliqué à mettre en place, à évaluer de manière fiable? Comment on mesure une compétence globale, au juste? C'est tout le défi de l'APC, effectivement.
Ça demande une ingénierie pédagogique plus fine, des scénarios bien construits, des méthodes d'évaluation plus complexes. On va observer l'action en situation, des portfolios, des études de cas, des mises en situation pro. Le choix entre APO et APC il n'est pas anodin, ça dépend vraiment de ce qu'on vise à la fin. Pour former une procédure très cadrée, très normée, l'APO peut être parfaite. Mais pour développer l'autonomie, l'adaptabilité, la capacité à résoudre des problèmes ouverts, des qualités hyper importantes aujourd'hui, l'APC offre un cadre beaucoup plus puissant. Elle vise à former des gens capables de naviguer dans la complexité, pas juste d'exécuter des tâches. Elle aide à conceptualiser les savoirs pour pouvoir planifier, réfléchir, agir de manière autonome. Choisir son approche, c'est déjà faire un pari sur le type de savoir qu'on veut transmettre et le type de personne qu'on veut former. C'est fascinant. Bon, ok. Admettons qu'on a défini notre cap, que ce soit par des objectifs précis ou une compétence globale. Comment on construit la route pour y arriver? Comment on évite que le parcours soit un peu brouillon ou décourageant? Il me semble qu'il existe des modèles pour structurer ce voyage, surtout avec le numérique, non? Oui, tout à fait. Pour éviter de naviguer à vue, on s'appuie souvent sur une architecture logique, une sorte de plan directeur, si on veut. Un modèle assez courant, surtout pour les cours en ligne ou hybrides, c'est de décomposer l'environnement d'apprentissage en 3 systèmes. C'est pas une recette magique, hein, mais c'est une grille utile pour penser à tout. Premièrement, il y a le système d'entrée. C'est un peu la porte d'embarquement, le sas d'accueil. On y trouve bien sûr la présentation claire des objectifs ou des compétences, le fameux contrat pédagogique, mais aussi, et ça c'est crucial, la vérification des prérequis. Qu'est-ce que l'apprenant doit déjà savoir ou savoir faire avant de commencer? Un petit test d'entrée peut servir à ça. Et enfin, ce système, il inclut souvent un pré-test. Ça permet à l'apprenant de voir où il en est par rapport aux objectifs finaux. C'est super utile pour identifier ses points forts, ses points faibles et savoir où mettre le paquet. L'idée générale ici, c'est d'être ambitieux sur les objectifs, mais le plus souple possible sur les prérequis pour que ce soit accessible au plus grand nombre. D'accord, la porte d'entrée prépare bien le terrain. Et après, le cœur du voyage, c'est quoi? Ça, c'est le système d'apprentissage, le réacteur nucléaire si tu veux. C'est là qu'on prouve les contenus eux-mêmes, vidéos, textes, simulations, idéalement bien organisés en modules, en unités logiques. Mais attention, le contenu seul, ça suffit pas. Ce système doit intégrer des activités d'apprentissage variées, stimulantes. Il doit aussi prévoir des stratégies d'orientation, comment on donne du feedback constructif, comment on guide, et des stratégies de rémédiation. Qu'est-ce qu'on propose si quelqu'un bloque? Des explications différentes, des exercices en plus, un tuteur peut-être. Et enfin, ce système regroupe toutes les ressources d'aide, glossaire, FAQ, forum, contact. Et la destination finale, le contrôle à l'arrivée. C'est le système de sortie. L'arrivée, avec le contrôle des passeports, exactement, c'est là qu'on fait l'évaluation sommative, le fameux post-test, pour vérifier si les objectifs sont atteints ou si la compétence est maîtrisée. Et selon les résultats, soit l'apprenant est validé et on l'oriente vers la suite, niveau supérieur, mise en pratique, soit, si ça ne va pas, on le redirige vers une boucle de remédiation. Ça peut le renvoyer vers des points précis du système d'apprentissage pour combler les lacunes. Ce qui me frappe dans cette description, surtout pour le système d'apprentissage, c'est vraiment l'accent mis sur les activités, le guidage. On est loin du simple dépôt de contenu, non? Ah, mais complètement. C'est la différence fondamentale entre voir un cours comme une transmission passive d'infos et concevoir un environnement pour un apprentissage actif. L'apprentissage passif, écouter un cours magistral, lire un texte, ça a sa place, attention, mais ça montre vite ses limites pour l'engagement, pour la rétention à long terme et surtout pour la capacité à transférer ce qu'on a appris. Alors que l'apprentissage actif, L'apprentissage actif, c'est quand l'apprenant est engagé cognitivement, il manipule les infos, il résout des problèmes, il discute, il crée quelque chose. C'est dans l'action, dans l'essai-erreur mais guidé, que la compréhension se construit vraiment et s'ancre. Les activités du système d'apprentissage, c'est le moteur de cet engagement. et les technologies numériques, les fameuses TIC, elles jouent quel rôle là-dedans? On dit souvent qu'elles favorisent l'interactivité, mais concrètement, Les TIC, elles peuvent être de formidables leviers pour l'apprentissage actif, mais si elles sont bien utilisées, elles permettent d'aller bien au-delà du simple PDF à lire ou de la vidéo à regarder passivement. Pense aux simulations interactives où on peut tester des trucs sans risque, aux exercices autocorrigés avec un retour immédiat, aux outils collaboratifs pour monter des projets ensemble, aux jeux sérieux. Ça permet à l'apprenant de piloter son parcours, d'expérimenter, au lieu d'être juste un passager qui subit. Mais attention, la technologie, ça reste un outil.
Rendre l'apprenant actif, c'est un levier de motivation hyper important, mais c'est pas le seul. La recherche, elle montre bien l'importance d'autres facteurs, la clarté, la cohérence de tout le dispositif, ce qu'on appelle l'alignement pédagogique entre objectifs, activités, évaluation. La pertinence perçue des activités, le fameux à quoi ça va me servir concrètement, le sentiment de compétence, proposer des défis justes, ni trop faciles, ni trop durs. Et l'autonomie, laisser des choix à l'apprenant. Un bon système d'apprentissage, il joue sur tous ces leviers pour que l'apprenant se sente vraiment acteur, au cœur du processus. Structurer les 3 systèmes, et on cherche à rendre le voyage actif, motivant. Mais il reste une question cendrée. Comment on évalue la profondeur de ce qu'on a appris? On peut avoir coché toutes les cases d'un parcours, mais n'avoir qu'une compréhension superficielle. Comment on distingue celui qui récite par cœur de celui qui a vraiment intégré le truc? C'est une question clé. Et il y a un outil assez classique, mais toujours très pertinent pour y penser, la taxonomie de Bloom. C'est une classification hiérarchique des niveaux de pensée, des processus cognitifs qu'on met en jeu quand on apprend, du plus simple au plus complexe. C'est une sorte d'échelle, quoi, pour mesurer la profondeur de la compréhension. Une échelle? Comment ça marche exactement? Alors, la version de Benjamin Bloom et celle qui a été un peu révisée ensuite par Anderson et Kraswell, elle distingue en gros 6 niveaux principaux. Ils s'emboîtent un peu comme des poupées russes. Chaque niveau s'appuie sur ceux d'avant. 1. Connaître ou mémoriser, ça c'est la base. La capacité à se rappeler des faits, des termes, des concepts de base. Les verbes typiques, c'est définir, lister, nommer, répéter. C'est la restitution brute. Ok, le B à bas. 2. Comprendre. On monte d'un cran. C'est plus juste se rappeler, c'est expliquer des idées, des concepts. Les reformuler avec ces mots, résumer, interpréter. Les verbes expliquer, résumer, illustrer, comparer de façon simple. 3. Appliquer. Là, on passe à l'action. Utiliser l'info, les règles et méthodes qu'on a apprises dans une situation nouvelle, concrète. Résoudre un problème standard. Les verbes appliquer, calculer, utiliser, démontrer, résoudre. Jusqu'ici, ça colle pas mal à ce qu'on attend souvent à l'école ou en formation, non? Mémoriser, comprendre, appliquer des formules. Souvent, oui. Malheureusement, on s'arrête parfois là. Mais Bloom nous invite vraiment à aller plus loin, vers des niveaux cognitifs supérieurs, plus exigeants. 4. Analyser. Là, on décompose l'information. On identifie les relations entre les parties, on distingue les faits des opinions, on reconnaît les structures logiques, les biais éventuels. Les verbes. Analyser, distinguer, catégoriser, examiner, questionner. Ah oui, ça devient plus critique. Exactement. Et ça continue à 5. Évaluer ou juger. Ce niveau, ça implique de porter un jugement critique, de faire des choix argumentés, basés sur des critères définis. On défend une opinion, on critique une solution, on estime la valeur de quelque chose. Verbe, évaluer, critiquer, juger, justifier, défendre, argumenter. Et enfin, au sommet, 6, créer, qui remplace la synthèse de Bloom dans la version révisée. C'est le niveau ultime. Combiner des éléments pour former un tout nouveau, cohérent, original. Produire une idée neuve, un plan, un produit, une solution innovante. Verbe, créer, concevoir, construire, planifier, produire, inventer. Ah ah. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça donne des mots précis, des verbes d'action concrets pour savoir exactement quel niveau de compréhension on vise. Si dans mon objectif ou mon évaluation, je demande de lister, je sais que je suis au niveau 1. Si je demande de concevoir un plan, hop, je vise le niveau 6. Ça rend l'intention pédagogique beaucoup plus claire, plus explicite. Tout à fait. C'est un outil formidable pour ceux qui conçoivent la formation. Parce que ça aide à formuler des objectifs précis et à choisir des activités et des évaluations qui sont alignées sur le niveau cognitif qu'on veut atteindre. Ça nous pousse aussi à nous demander, est-ce qu'on ne se contente pas trop souvent des premiers niveaux? Mémoriser et comprendre, c'est la base, mais ça suffit pas pour développer la pensée critique, la résolution de problèmes complexes ou la créativité. Et concrètement, en termes d'évaluation, ça se traduit comment? Un QCM, par exemple, ça évalue quel niveau? Alors, un QCM bien fait. Ça peut évaluer la connaissance et la compréhension, parfois même l'application si les options pièges sont bien pensées, mais pour évaluer l'analyse, l'évaluation ou la création, il faut souvent des formats plus ouverts, des questions à réponse longues, des études de cas, des projets, des dissertations, des présentations.
Ou même des QRM, questions à réponse multiples où il faut cocher toutes les bonnes réponses. Ça demande souvent une analyse plus fine ou un jugement. Le choix du format d'évaluation, il n'est pas neutre du tout. Il doit coller au niveau cognitif qu'on prétend mesurer. Viser les niveaux supérieurs de Bloom, c'est viser un apprentissage plus profond, plus utile, plus transférable et finalement plus émancipateur pour l'apprenant. Bon, si on essaie de synthétiser un peu notre plongée d'aujourd'hui, on a vu l'importance capitale de définir une cible claire dès le début, avec des objectifs bien ficelés, genre SMART, ou en visant des compétences globales, la fameuse distinction APO vs APC. Ensuite, on a exploré cette idée d'architecture logique pour l'apprentissage, ce modèle en 3 systèmes, entrée, apprentissage, sortie. Ça aide à structurer le parcours, à ne rien oublier, et surtout, ça met l'accent sur le fait de rendre l'apprenant actif au cœur du système. C'est crucial. Et enfin, la taxonomie de Bloom nous a donné une grille précieuse pour penser la profondeur de la compréhension, pour nous inviter à aller au-delà de la simple mémorisation et à cultiver l'analyse, l'évaluation et même la création. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que comprendre ces concepts, ce n'est pas réservé aux experts, aux ingénieurs pédagogiques ou aux enseignants. Pour n'importe qui apprend, et on apprend tous, tout le temps, comprendre ces mécanismes, c'est super utile. Ça permet de devenir un apprenant plus stratège, plus autonome. On peut se fixer ses propres mini-objectifs SMART pour un projet perso. On peut consciemment découper un gros sujet en étapes. On peut se demander activement, ah là, est-ce que je suis juste en train de mémoriser ou est-ce que j'essaye d'appliquer, d'analyser, de critiquer? On peut même utiliser l'échelle de Bloom pour s'auto-évaluer, voir où on en est. C'est une perspective qui donne vraiment le pouvoir à l'apprenant lui-même, en fait. Et ça ouvre une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour nos auditeurs. Si on pense à la prochaine chose qu'on aimerait vraiment maîtriser, une compétence pro, un nouveau domaine, un hobby, comment est-ce que l'application consciente de ces principes pourrait changer la donne? Se fixer d'emblée un objectif de niveau création ou évaluation, plutôt que juste comprendre. Découper son propre parcours en étapes logiques, avec des activités pour s'entraîner vraiment. Comment cette approche plus délibérée pourrait transformer non seulement l'efficacité, mais aussi le plaisir, le sentiment de maîtrise profonde? Et comment une auto-évaluation régulière sur l'échelle de Bloom pourrait nous guider pour savoir où mettre l'effort ensuite? Voilà de quoi nourrir nos prochaines aventures d'apprentissage.